Salut tout le monde! Un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai pu lire le livre dont je vais vous parler aujourd'hui grâce à Isneo, qui est une plateforme de lecture numérique. Il propose différentes formules d'abonnement, du manga en simultrade, des exclusivités, etc. Ça marche très bien et vous pouvez télécharger vos livres pour y avoir accès en toutes circonstances. On a les pages bien à plat, ce qui permet de profiter pleinement des dessins. On peut zoomer sur les planches et l'application propose même un marque-page virtuel. Donc merci à Isneo de m'avoir permis de lire le titre dont je vais vous parler. Vous trouverez un lien sous cette vidéo pour découvrir leur offre. Et maintenant, la vidéo peut commencer. La chanson disait « On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger, pour apprendre à marcher ». Et bien avec Un thé pour Yumiko, Fumio Obata explore ses thèmes et ses idées, à savoir l'identité, la famille, les racines et le destin qu'on se construit en devenant adulte. Un thé pour Yumiko est un manga en un seul volume qui date de 2014 et qui est paru chez Gallimard. Il s'agit d'un récit d'introspection où le personnage principal, une jeune japonaise prénommée Yumiko, va être forcée de rentrer au Japon après des années passées à l'étranger. En effet, l'histoire commence dans la capitale anglaise en 2010. On y fait la connaissance d'une japonaise graphiste de son état. On découvre très vite qu'elle habite dans cette ville depuis de nombreuses années et qu'elle semble être parfaitement intégrée et adaptée à la vie britannique. Entre travail qui lui plaît, collègues sympathiques et même un fiancé, tout semble lui réussir. Mais un jour, elle reçoit un coup de fil fatidique. Son père vient de mourir dans un accident au Japon. En catastrophe, elle va donc prendre l'avion pour retourner au pays afin de faire face à cette situation, d'assister aux funérailles et de retrouver les membres de sa famille. De fait, toute l'intrigue repose sur les épaules de la jeune femme. Et c'est au travers d'elle que l'auteur met en scène des thèmes tels que le déracinement, les différences culturelles, l'importance des décisions que l'on prend, mais aussi le poids des traditions et des responsabilités familiales, chose bien évidemment très importante au pays du soleil levant. Il est d'ailleurs intéressant de noter que nous avons droit à un personnage principal qui s'éloigne beaucoup des clichés du personnage féminin dans les mangas. Au fil du scénario et grâce à quelques analepses, on constatera que Yumiko ne tombe pas dans l'image d'Épinal de la femme japonaise. Dès l'adolescence, elle était décidée à suivre les pas de sa mère, à savoir une femme plutôt indépendante, sûre d'elle-même et n'ayant pas sa langue dans sa poche. Lorsqu'on la voit revenir au pays après une dizaine d'années d'absence, elle ne voit plus sa propre culture de la même manière. Elle arrive à porter, un tant soit peu, un regard plus détaché, qui a plus de recul sur les us et coutumes du Japon. On la verra par exemple réfléchir, se questionner et même critiquer intérieurement tout le déroulement des funérailles de son père. Mais dans le même temps, et c'est là une chose très intéressante, le fait de revenir au Japon, après une si longue absence, lui donne une certaine envie de redécouvrir sa culture. Elle a envie de se balader dans les temples qu'elle connaissait enfant. Elle a envie de ranimer son intérêt pour le théâtre No. Ces éléments font de Yumiko un personnage très crédible et qui donne au manga une aura autobiographique. On ne sera donc pas surpris d'apprendre, en postface, que l'auteur, japonais de son état, s'est lui-même installé en Grande-Bretagne au début des années 90. On imagine alors très facilement qu'il s'est appuyé sur sa propre expérience pour insuffler la vie à son héroïne. La thématique du déracinement est centrale ici. Yumiko gagne vite notre sympathie car nous sommes les témoins du dilemme qui la tiraille et même de la culpabilité qu'elle va ressentir suite au décès de son père. Dans un premier temps, on voit bien que son bonheur potentiel est en Angleterre, mais lorsqu'elle rentre au Japon, elle dit elle-même
que ses racines sont là. Sur le plan visuel, ce que l'on remarque bien sûr dès la première page, c'est que l'œuvre est intégralement en couleur. De plus, l'auteur utilise une technique somme toute rare dans l'univers des mangas, à savoir l'aquarelle. Ce choix est très pertinent pour ce genre d'histoire puisqu'il résulte en des traits doux et fins qui sont d'ailleurs couplés à un remplissage partiel. Souvent, on aurait presque l'impression de voir un dessin inachevé, qui va même, ici ou là, jusqu'à faire penser à des croquis, notamment dans les premières pages. Conséquemment, le dessin est tout sauf brut, violent et froid, et il se dégage des planches un sentiment de douceur quelque peu amer et de mélancolie. On y voit bien l'état d'esprit de quelqu'un qui se tourne vers son passé au travers d'un deuil qui va rouvrir de vieilles blessures. Ces impressions sont aussi transmises par le choix des couleurs utilisées. On trouvera principalement beaucoup de nuances d'ocre, de rouge, d'orange et de jaune, beaucoup de couleurs plutôt chaudes et dans des tons pastels. Grâce à cet assortiment chromatique, nous plongeons dans la brume des souvenirs de notre héroïne ainsi que dans ses rêves. Et en parlant de rêves, il y a une métaphore ou une allégorie récurrente dans ce manga qui est très intéressante. C'est celle qui est incarnée par un personnage de théâtre no qui porte un masque et qui donc n'a pas d'identité. Yumiko aperçoit ici ou là ce personnage, d'abord au détour d'un temple, puis dans ses rêves. Alors est-il finalement réel ou imaginaire? Mais le plus remarquable dans tout ça, c'est que ce personnage, un acteur ou une actrice de théâtre, est donc quelqu'un qui, à la base, joue un rôle, quelqu'un qui porte un masque. Le parallèle avec Yumiko devient donc évident. Lorsqu'elle est à l'étranger, elle doit se comporter comme les autochtones pour pouvoir s'intégrer à leur société. Et quand elle est au Japon, elle doit aussi jouer un rôle, celui de la fille en deuil, qui doit respecter toutes les coutumes funéraires, même si elle les trouve ridicules. Ce personnage de théâtre récurrent sera d'ailleurs un moyen pour l'auteur d'amener quelques passages surréalistes dans un manga autrement très terre-à-terre. C'est donc un manga qui devrait beaucoup parler aux expatriés, présents ou passés, ceux-ci connaissant ce choix difficile entre l'aventure et le rêve d'une vie meilleure à l'étranger et la tentation de rester dans la sécurité et le confort relatif de son pays. Il est vrai que ce manga ne réinvente pas la roue et propose somme toute une intrigue très linéaire. Mais celle-ci a l'avantage d'être très facile à suivre tout en étant humaine et susceptible de parler à beaucoup. C'est un manga intelligent, respectueux de son lecteur, simple sans être niais, ce qui n'était pas gagné au vu de son postulat. Il est court, mais efficace dans son propos, tout comme dans son exécution. Et cette patte graphique, tout en couleur et tout en douceur, sert très bien l'ensemble. À bien y réfléchir, c'est d'ailleurs un manga qui pourrait aisément être proposé aux profanes en tant que porte d'entrée dans l'univers de la BD japonaise. Et pour conclure, je vais me permettre de faire une parenthèse toute personnelle. J'ai moi-même vécu pendant plus de 10 ans à l'étranger. Je peux donc attester qu'on a beau avoir, au moins sur le papier, tout pour être heureux ou presque, dans un autre pays que le sien, on n'est jamais aussi à l'aise que dans le pays qui nous a vu naître. Et cela n'a rien à voir avec un patriotisme quelconque. Sans surprise, je me suis donc beaucoup retrouvé dans le personnage de Yumiko, ayant vécu ces situations que seuls les expatriés de longue durée peuvent connaître. Voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Oreo Manga. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.